Michel Aglietta, Capitalisme, le temps des ruptures, un livre collectif que vous avez piloté. Alors, on a fait une première interview dans laquelle on a abordé presque, on va dire, l'aspect théorique de la crise du capitalisme actuel et de la crise de régulation. J'aimerais, dans cette deuxième interview, qu'on en aborde les aspects extrêmement concrets. Crise économique, crise des inégalités, problème pour affronter les questions climatiques. Je vous laisse la parole. Oui, je crois qu'il faut partir des conséquences donc de ce développement du capitalisme financiarisé. Cette conséquence qui s'est développée d'abord dans les pays anglo-saxons, puisque c'est de là que c'est parti, et s'est généralisée dans les années 90 à l'ensemble des pays avancés, c'est la concentration du capital, massive, et dans tous les secteurs. Le problème de la concentration du capital est presque plus important que le problème des inégalités. Non, mais c'est lui qui va créer les inégalités, évidemment. La concentration du capital crée ce qu'on appelle une économie de rente, c'est-à-dire justement celle par laquelle les justes prix n'existent plus et où les revenus n'ont plus rien à voir avec les productivités marginales théoriques des acteurs qui apportent du travail, qui apportent des ressources, qui apportent quelque chose à la société. Alors, de quelle nature ont-elles été? Dans la finance d'abord, clairement. La rente financière se traduit par des surprofits et par un processus d'accumulation de ces surprofits grâce au cycle financier dont j'ai parlé. C'est-à-dire que ce qui est recherché fondamentalement à travers une économie de rente, c'est ce mécanisme de momentum, c'est-à-dire valoriser sans arrêt. Vous intégrez le problème de la rente technologique dans ça c'est la rente financière. Deuxième type de rente est la rente technologique, qui est essentiellement liée au développement des GAFAM. Alors là, on le sait. Mais qui amène à une rente financière. Qui va évidemment, tout de suite, le capital va aller en finance pour être valorisé, etc. Donc c'est pour ça que ça crée un processus global de cycle financier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceci est fondé essentiellement sur l'absence de prix des données individuelles qui sont fournies aux producteurs d'informations. Et c'est évidemment quelque chose qui est aujourd'hui un problème fondamental. Une crise du système d'information. Oui, puisque l'information n'est pas dans le prix. La base même, si je veux dire la matière première essentielle de la production de l'information telle qu'elle se développe, n'est-ce pas, à travers le numérique, à travers l'intelligence artificielle, implique évidemment un développement massif des données sur lesquelles elle se base. Alors, il y a deux questions, Michel. La donnée, c'est la matière première. Il y a deux questions. C'est que toute l'information n'est pas dans le prix. Mais il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Ah, justement, mais l'échec de marché est fantastique, là. Bon. Et le marché ne peut pas faire ça. Bon. Parce qu'il faut produire des prix à ça. Il y avait un mythe que toute l'information était dans le prix. Absolument. Là, on voit vraiment le contraire, si vous voulez. Et l'autre élément important, c'est que ceci passe par, disons, des échanges sur des plateformes. Ça change le processus d'échange par rapport à des échanges marchands standards, sur des plateformes. Ces plateformes entraînent forcément ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire une capacité de celui qui la contrôle, disons, d'en extraire évidemment une rente fondamentale, un surprofit. Donc, il se trouve que l'absence de concurrence découlant d'un système d'échange qui s'inscrit sur des plateformes Internet rend impossible, évidemment, le développement d'une concurrence standard. Donc, on a là, donc il se dégage une rente, les GAFAM ont des rentes formidables, qui sont liées essentiellement à la nature même des échanges marchands, entre guillemets, qu'ils mettent en route. Ça, c'est la deuxième type de rente. La troisième, c'est une rente spatiale, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec la concentration du capital au plan, disons, de l'organisation des territoires, c'est le développement de ce qu'on a appelé la métropolisation, c'est-à-dire le développement de grandes métropoles qui ont, disons, désertifié les espaces alentours.
les villes moyennes ont très largement, si vous voulez, dépéri, avec des baisses de population considérables. Le monde rural, disons, rencontre énormément de difficultés du fait des chaînes de valeur mondiales qui a mis en question, si vous voulez, la relation urbain-rural. Ça fabrique des rentes qui se trouvent concentrées dans les grandes métropoles. Et c'est ce qui explique, au passage, des déséquilibres sociaux qu'on constate partout en Europe, évidemment, aux États-Unis, la crise des gilets jaunes en France, la montée des populismes. Donc j'ai bien dit la rente spatiale, donc rente digitale, rente financière, rente spatiale, et la quatrième rente, il ne faut pas l'oublier, c'est celle de l'influence des lobbies sur le politique. Dont la prise en otage, en quelque sorte. Oui, et dont le moyen d'action est l'évasion fiscale. L'évasion fiscale est un élément extrêmement important dans la concentration, en réalité, du capital dans le temps. Donc, si on considère ces quatre rentes et leur interaction, on voit apparaître une puissance qui, sur la société, la conséquence au plan des relations sociales s'est traduite, donc d'abord par les choses les plus simples, à observer, je veux dire, une réduction de la part des salaires dans la valeur ajoutée partout. Le plus important, évidemment, dans les pays dans lesquels ça a vraiment fait éclater le régime antérieur, la protection sociale, dans la mesure où elle existait, a disparu, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est-à-dire les pays qui ont développé cette finance libéralisée, les premiers. Il se trouve, si on regarde, maintenant nous avons, grâce aux données de Piketty que les Nations Unies ont repris, elle est dans le livre, là, la part des revenus des 1% les plus riches, des 10% les plus riches, si vous voulez. On trouve les pays les plus inégalitaires, hormis évidemment les pétromonarchies du Proche-Orient, bien entendu, qui sont des féodaux, donc ils sont sur la rente. Vous avez les États-Unis, Canada, enfin les pays anglo-saxons. Ensuite, vous avez la Chine, qui a une très forte augmentation de ses inégalités, mais qui est quand même en dessous très largement des États-Unis. Et l'Europe continentale. Pourquoi? Parce que des éléments importants du fameux capitalisme contractuel, du Fordisme, ont tenu la route. On aurait su être perdu. C'est-à-dire que la protection sociale en France a, jusqu'ici, même si elle est attaquée sur le plan financier, a quand même tenu la route. Et donc, on voit que c'est très clair. Mais devient difficilement soutenable dans un contexte de concurrence internationale. Bien entendu. Le problème de la soutenabilité d'un tel régime se pose du fait de l'éclatement, en réalité, des relations entre le travail et le capital, fondamentalement. Alors, les conséquences de ça vont au-delà, je pense, simplement de constats quantitatifs. Alors, évidemment, les patrimoines, du fait de l'accumulation pour laquelle est fait ce développement du secteur financier. Les patrimoines sont beaucoup plus inégalitaires que les revenus. Ça, c'est pas une surprise, je veux dire. Mais ce sont sur les patrimoines que la puissance de l'argent se pose. Donc, vous voyez que la concentration des patrimoines entraîne l'approfondissement de cette logique de cycle financier qui mène en effet à l'insoutenabilité fondamentale. Et l'autre élément dont je voudrais parler, c'est ce qui va plus loin, je pense, que simplement des inégalités observées au niveau des chiffres quantitatifs, mais ça qui sont, les sociologues sont les premiers à pouvoir l'analyser, la fragmentation de la société. La fragmentation de la société, le développement de poches de pauvreté, plus ou moins importantes selon les pays. Et on aboutit à ce moment-là à une régression sociale considérable par rapport à ce qui s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais vous faire rebondir à propos de ce que vous venez de dire, sur une phrase qui m'a beaucoup intrigué dans votre livre. Je vous cite toujours, page 60. La monnaie est ce par quoi la société rend à chacun de ses membres ce qu'elle juge qu'on lui a donné. Ce qu'elle juge qu'on lui a donné. Tout à fait. Qui juge? Alors, la société qui juge, mais justement, et ça c'était sur mon autre livre déjà, livre sur la monnaie, le gros livre sur la monnaie. En effet, dans un colloque sur monnaie et psychanalyse, j'en ai discuté avec les psychanalystes. Pour eux, ça leur parle beaucoup. Pourquoi? Signifiant, signifié. Bien sûr, oui. C'est que la monnaie, c'est le lien social, c'est le lien d'appartenance sociale le plus fondamental d'une société dans laquelle les objets utiles, etc., ne sont plus des objets utiles, mais des marchandises, quoi.
Et il faut penser la monnaie comme un système et non pas comme un bien. Et ce système, il n'est pas abstrait, c'est le système de paiement. Il est abstrait d'un certain côté pour les gens, mais il existe, si vous voulez, concrètement. C'est un code sociétal en même temps. Et oui, mais en même temps, c'est un réseau de rapports hiérarchisés, etc. Système de paiement qui permet faire quoi? Qui permet quelque chose de fondamental, de régler les dettes. Et donc, vous avez deux pivots essentiels pour une économie monétaire qui fait tenir les échanges marchands. L'un, l'unité de compte, qui définit l'espace de commensurabilité, où tout s'échange, quelle que soit l'hétérogénéité de son utilité. C'est ça qui est important. Et ça que les gens n'ont pas en tête en économie. Alors qu'ils l'ont, si on leur dit les objets ont un poids, ils ont compris que la pesanteur est un espace de commensurabilité et qu'on peut exprimer par cette quantité quelque chose de commun. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, c'est ça qui est essentiel. Et alors, pourquoi elle juge? Parce que ce qui est une dette n'est pas réglée uniquement par des rapports bilatéraux. Elle l'est lorsque la compensation de toutes les dettes ont été faites dans le mécanisme de compensation-règlement qui se fait tous les jours. Et donc, ou alors qu'elle est reportée dans le temps pour être réglée à un moment donné. Donc, en quelque sorte, cette notion de règlement de dette est ce que la société juge. C'est la société dans son ensemble parce que on a produit quelque chose qui a une valeur à partir du moment ou alors c'est direct, parce que vous payez avec une forme de monnaie qui immédiatement porte la finalité du paiement, c'est quand vous payez en cash, à ce moment-là vous réglez la dette tout de suite. Ou bien c'est pas direct, parce que vous payez avec une monnaie bancaire, qu'elle soit électronique ou un chèque, etc. Et ça doit aller à travers ce processus social, qu'est le système de paiement, pour voir cette dette, avec d'autres dettes, ont toutes été réglées. Et à ce moment-là, il y a finalité du paiement. Est-ce qu'on n'est pas dans un système aujourd'hui où la possibilité de création monétaire, tant qu'on y croit, est quasiment infinie? Et que cette concentration de pouvoir et la prise en otage, en quelque sorte, des banques centrales permet... non, mais à ce moment-là, je vais dire que l'infinité n'est pas possible, puisqu'à un moment donné, il va y avoir destruction de la monnaie. C'est exactement comme l'hyperinflation, si vous voulez. Il n'y a pas c'est quelque chose qui est une illusion, c'est de croire que on peut dépasser la contrainte monétaire. Mais on peut la retarder fortement. D'où le fait que le cycle financier est plus long que le cycle conjoncturel. Parce qu'il a bénéficié de la baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire la longueur de ce cycle financier bénéficie de la baisse des taux d'intérêt. Dans la mesure où la Banque centrale, en effet, puisque l'unité de compte n'était pas mise en cause, la réduction de l'inflation dans ce processus. Il faut bien voir que quand vous avez un processus dans lequel une partie de la société a des revenus qui se contractent, et qu'elle fait quand même l'importance elle achète des biens de consommation, vous avez, quand j'ai dit que ça menait à une croissance faible, c'est qu'il y a une insuffisance de demande par rapport, si vous voulez, aux capacités intrinsèques de la société de produire. Et ça résulte véritablement de cette logique financière. Oui, alors justement, je voudrais vous poser une dernière question dans cette seconde interview. Par ce processus de création monétaire massif, d'endettement massif, de taux d'intérêt extrêmement bas, on aurait pu croire que ça aurait stimulé l'innovation et l'investissement et permis de résoudre des problèmes globaux. On parlera par la suite du problème climatique. Absolument. Or, ce n'est pas le cas. C'est même le contraire. L'investissement productif a baissé en pourcentage du PIB. La productivité a ralenti durablement. À tel point que on se pose la question de la stagnation séculaire. Oui, ce que je vous disais, dans le retournement d'un cycle financier, ce qui est en cause, c'est la fragilité des bilans. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit à partir du moment où on n'arrive plus à faire monter les prix d'actifs. Parce que... on y arrive toujours pour l'instant.
Oui, mais enfin, on y arrive, mais sous des formes qui deviennent extrêmement volatiles. Hein, c'est ça. Mais lorsqu'on y arrive, oui, mais c'est ça le problème. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement des prix d'actifs en 2008 qui traduisent le coup d'envoi d'une crise plus profonde, quoi. Ce sont les banques centrales, encore une fois, je vais dire, qui ont permis au cycle financier de se poursuivre. Sinon, en 2008, il s'était terminé déjà. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé. Les États n'ont pas repris en main le processus social, parce que la crise politique n'était encore pas là. Mais les banques centrales ont fait ce qui était leur rôle, hein, c'est-à-dire de faire en sorte que le cycle financier puisse se poursuivre. Et remettre la finance sur pied, hein, c'était ça quand même le truc. Mais est-ce qu'on sent donc pas elles l'ont actuelle... fait, en le faisant, elles ont fait baisser. Mais les dettes étaient là quand même. Je veux dire, l'excès de dette résultant de l'énorme montée du cycle financier à partir du début des années 2000 était encore là, et les bilans sont fragiles. Hein, sont fragiles dans les banques. Vous avez en Europe des tas de banques qui font problème, etc. L'autre élément que sur lequel je voudrais donner un éclairage, c'est ce qui s'est passé en Europe. En effet, le cycle financier est une logique commune, mais la manière dont il se développe quantitativement est différente par pays. Et qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Et ça, c'est le chapitre sur le cycle financier de mon co-auteur William Oman qui le montre bien. Et ça, personne ne l'avait fait, hein, si vous voulez. On n'a pas simplement étudié le cycle financier par pays, mais on a essayé de regrouper les pays qui ont quelque chose en commun, c'est-à-dire un excès vraiment très fort de finances. Pensez à l'Espagne, hein, pensez à l'Irlande, etc. Ou les pays qui ont été plus modérés, la France par exemple, vis-à-vis de l'endettement pour le développement patrimonial. Comment vous situez l'Allemagne Et l'Allemagne a un cycle financier opposé aux autres. Ce qui a entraîné l'énorme hétérogénéité européenne, parce que, je rappelle, le cycle financier a un effet sur l'économie par ce qu'on appelle l'accélérateur financier. Et en conséquence, dans les pays où il y a un cycle financier extrêmement violent, dans la phase d'expansion, vous avez un excès de demande énorme. Donc, des déficits de la balance des paiements. Au contraire, en Allemagne, une énorme concentration d'excédents, qui a entraîné cet excédent incroyable de la balance des paiements, qui atteint 8% du PIB dans la première économie du continent, enfin je veux dire. Le résultat, c'est tous les problèmes européens liés à l'énorme hétérogénéité entre les pays, qui sont développés à partir de la crise de 2008, et qui ont entraîné la crise européenne qui a suivi, découlaient de ça, et personne ne le voyait. Personne ne le voyait. Et donc, ça a entraîné, évidemment, tous les conflits entre l'Allemagne, la Grèce, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Alors, justement, ce conflit, on va peut-être d'ailleurs terminer cette partie d'interview là-dessus. Est-ce que le conflit ne risque pas de s'exacerber? Est-ce qu'il n'est pas justement en train de s'exacerber? C'est d'ailleurs le président Macron qui déclarait récemment, je lis mes notes là, que le débat autour des 3% de déficit dans les budgets nationaux était un débat d'un autre siècle. Est-ce que finalement le relais ne doit pas être pris par les politiques budgétaires? Avec des taux d'intérêt aussi faibles, ne risque-t-on pas une nouvelle fuite en avant dans la dette à travers la politique budgétaire? Mais derrière cela, il y a aussi les conflits entre les pays européens. On peut même parler, dans certains cas, d'antagonisme. Et là, ça veut dire qu'on a atteint le niveau d'une crise politique, c'est-à-dire que ce régime de croissance est en train d'atteindre sa limite. Et on ne peut pas le faire sans une transformation profonde des règles, à la fois en Europe et à l'intérieur des pays. En effet, maintenant, tous les économistes qui réfléchissent un peu à partir de ces notions, dont en particulier les économistes des institutions internationales, l'OCDE, récemment encore, disent il faut absolument que l'État reprenne la main, sur l'économie. Et que se développe une politique d'investissement à long terme. Évidemment, elle va être liée aux priorités. Et l'écologie politique est une priorité essentielle. Pour donner il faut redonner un sens à la notion de stratégie industrielle. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la dépense publique pour la dépense publique.
Il faut redonner un sens à la notion de stratégie industrielle. L'État doit s'endetter pour l'investissement? Mais bien entendu. Et il faut faire de l'investissement public-privé, il faut qu'il y ait une comparaison. Alors là, c'est toute la logique qu'il faut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les banques centrales reconnaissent que la logique qui a été qui a été d'entretenir le cycle financier et de le développer au niveau du monde. Parce qu'en même temps, la masse énorme de liquidités, elle est allée en grande partie dans des dettes des pays, des dettes d'entreprises de pays émergents, qui maintenant sont en fragilité. Et bien ça, ce processus, en effet, doit s'arrêter. D'abord parce que les banques centrales ne peuvent plus avoir des moyens d'effet réel significatifs d'une nouvelle action monétaire, étant donné que quand vous avez un pays comme l'Allemagne, dont les taux d'intérêt sont négatifs jusqu'à 30 ans, que d'autre part, l'anticipation d'inflation en Europe, ben, vous savez, à moyen terme, celles qui font 5 ans dans 5 ans. Taux négatif, ça veut dire que le passé est plus important que le futur, en quelque sorte. Oui, c'est extrêmement pervers. Mais ça voudrait dire en même temps que, si vous voulez, si vous émettez des obligations, vous y gagnez à tous les coups, quoi, je veux dire, bon. Donc, il y a ce genre de choses. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui implique en effet, on a l'impression que ce problème de passer à une nouvelle forme de régulation est posé. Michel Aglietta, on va garder cette nouvelle forme de régulation pour une troisième interview sur le thème de la croissance inclusive et soutenable. Je vous remercie.